Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous les membres de la Commission santé. Le comité consultatif de bioéthique est honoré de pouvoir partager un moment d'échange avec vous et vous présenter les considérations qu'il a établies sur la base de longues réflexions autour de la vaccination obligatoire dans le contexte actuel de la pandémie. Nous allons donc présenter nos liens d'affiliation. Si l'écran, voilà, l'écran a bien voulu bouger. Donc, je suis Virginie Pirard, je suis coprésidente francophone de la commission restreinte vaccination au sein du comité consultatif de bioéthique. Ma formation, je suis juriste et philosophe et je me suis spécialisée en éthique de la recherche et bioéthique. Je travaille comme éthicienne. Mes attaches institutionnelles sont l'Université libre de Bruxelles via le Centre de philosophie, le comité consultatif de bioéthique bien sûr, mais aussi l'OMS via la participation à titre gracieux à un groupe d'experts concernant la mise à disposition des médicaments expérimentaux en situation d'urgence. J'ai également par le passé travaillé plusieurs années à l'Institut Pasteur qui est situé à Paris. J'ai achevé mes fonctions au 31 juillet 2021. J'y étais responsable de la cellule éthique et je précise que l'Institut Pasteur n'est pas à confondre avec Pasteur Biomérieux ou Pasteur Sanofi Pasteur. Ils ont en effet été séparés il y a de nombreuses années et l'Institut Pasteur est donc une fondation privée reconnue d'utilité publique. Toutes les informations peuvent se retrouver sur le site qui est mentionné là. Je passe la parole à mon cher collègue Zegor de Biezer. Dank u Virginie. Dus ik ben Zeger de Biezer. Ik ben dus co-voorzitter van de beperkte commissie vaccinatie binnen het comité voor bioethiek. Van opleiding ben ik arts. Ik heb een doctoraat gemaakt in de virologie. Ik bestudeer vooral het AIDS-virus, antivirale middelen en ook gentherapie. Ik ben werkzaam als gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, lid van het raadgevend comité voor bioethiek en ik heb geen persoonlijke belangen in de ontwikkeling van vaccins. Misschien toch even toelichten voor leden van deze commissie die misschien het comité niet zo goed kennen. Wat is ons specifiek karakter en onze legitimiteit? We willen vooral een ethische visie verstrekken, pluralistisch, onafhankelijk en onderbouwd. Onze dossiers bevatten ook heel wat, of onze adviezen bevatten heel wat referenties. We zijn uiteindelijk een grote groep, dus onze adviezen worden gedragen. Dat zijn geen persoonlijke standpunten, maar heel wat mensen. 43 leden en 35 plaatsvervangers. Onze werking berust op een samenwerkingsovereenkomst van 1993. We zijn een onafhankelijk adviesorgaan en we geven adviezen op vraag van een van de autoriteiten, maar we kunnen ook op eigen initiatief adviezen geven. En we richten ons vooral op de fundamentele ethische waarden en de mensenrechten. Virginie? Oui, merci Zeger. Le comité a été extrêmement actif durant la période de pandémie. Il a rendu toute une série d'avis. Je ne vais présenter ici très brièvement que les avis qui sont directement en lien avec la vaccination, mais d'autres avis ont également permis de soutenir des points de réflexion que nous allons vous présenter. Donc, il y a bien sûr l'avis 75 qui a été rendu en décembre 2020 relatif à la priorisation des groupes de population dans l'accès à la vaccination anti-Covid-19. L'avis 77 qui a étudié de façon approfondie tous les enjeux liés à la mise en place d'un pass Corona ou Covid Safety Ticket. L'avis du 13 décembre 2021 qui concerne les enjeux éthiques liés à une vaccination pédiatrique des 5-11 ans dans le cadre de la lutte contre la Covid. Et puis l'avis qui va nous occuper davantage, qui est l'avis 80, que nous avons rendu il y a environ un mois et demi et qui concerne directement les enjeux liés à la vaccination obligatoire à l'échelle de la population adulte, c'est-à-dire 18 ans et plus, en période de pandémie. Tous ces avis peuvent se retrouver sur le site qui est indiqué là. Ils sont entièrement disponibles dans les deux langues. Alors, de ce corpus pandémique, si vous me permettez cette expression, un certain nombre d'éléments ont émergé qui ont servi de repère et d'appui dans le cadre de la réflexion du comité. Tout d'abord, le comité avait pris le soin d'évaluer s'il y avait d'autres options que la vaccination pour lutter contre la présente pandémie.
Et il a fallu constater que ce n'était pas le cas, en tout cas pas d'autre option qui pouvait être fondée au plan éthique. Il a ainsi, dans son avis 75, décrit très précisément quelles auraient été les conséquences en termes de mortalité d'autres scénarios, comme par exemple celui de laisser faire le virus. Alors, il a aussi pris en compte le fait que la santé n'est pas uniquement une donnée personnelle ou une situation personnelle, mais qu'elle inclut aussi des situations d'interdépendance entre les citoyens. Et bien sûr, cette interdépendance devient particulièrement perceptible dans le cadre des maladies infectieuses. Mais donc, il faut à chaque fois lier un aspect individuel à un aspect collectif. Et il a également évoqué dès décembre 2020 un scénario qui n'était pas encore dans les têtes à ce moment-là, comme quoi la vaccination volontaire pourrait éventuellement ne pas suffire à maintenir les capacités des centres de soins et à réduire de façon suffisante les conséquences de la pandémie sur nos vies à tous. Et il a demandé dès ce moment-là qu'il y ait un débat public concernant les différents scénarios qui pouvaient être envisagés au cas où cette vaccination sur une base volontaire n'aurait pas suffi. C'est dire à quel point nous sommes heureux et contents de voir que le débat parlementaire s'organise et que ces questions vous soient enfin soumises. Alors, par rapport aux différentes options, il y a un point de référence assez important qui est l'échelle des interventions qui a été étayée par le Nuffield Council on Bioethics, qui est l'équivalent à peu près du comité consultatif de bioéthique en Belgique, mais pour l'Angleterre. Et ce comité, qui est une référence, une référence mondiale au plan de la bioéthique, a établi un document en 2007 où il retrace justement les différents axes d'intervention et la gradation en termes de coercition ou d'incitation qui peut se proposer à tout corps ou à toute autorité ou à tout État qui souhaite gérer une crise en termes de santé publique. De façon très schématique, vous avez un petit diagramme ici qui montre que ça peut aller de ne rien faire, même pas informer correctement, jusqu'à éventuellement décider d'une vaccination obligatoire pour tous, les exceptions en termes de contre-indications médicales étant bien sûr toujours respectées. Donc, c'est vous donner l'angle. Voilà, je passe la parole à Zeger. Ja, we hebben ons ook vroeger, u hebt dat gezien, uitgesproken over coronapas, noemde het, of CST. Binnen zo'n pandemic corpus zagen wij dat als een tijdelijk is onderlijnd, overgangsinstrument om de hervatting van het sociaal leven in een veilige omgeving mogelijk te maken. Dus initieel was het eigenlijk een soort bevrijdingsinstrument voor de gevaccineerden. Belangrijk voor ons was dat het 3G, dat je niet discrimineert en dus dat je ook mogelijkheden geeft voor de niet-gevaccineerden om deel te nemen aan het sociaal leven. In ons advies was zelfs serologie mee opgenomen. En opnieuw onderlijnd, reeds in ons advies van mei 2021 hadden we geschreven dat een CST of een coronapas niet mag worden gezien als een slinkse poging om vaccinatie af te dwingen. Dat staat daar uitdrukkelijk in. Daarbij mag zo'n CST niet leiden tot het ontzeggen van mensen tot essentiële zaken, gezondheidszorg, school, voedingswinkel, maar dat lijkt evident. Virginie? Oui, nous avons donc poursuivi toutes ces réflexions à l'occasion de la vie 80, que nous allons donc vous présenter un tout petit peu plus en détail, mais néanmoins de façon très synthétique. Ce que nous avons fait dans cet avis, c'est à la fois prendre en compte les circonstances actuelles, notamment du point de vue épidémiologique, scientifique, et ça c'est Zeger qui va vous les expliquer. Et nous avons, sur base de ce contexte tout à fait ajusté à ce qui se passe, revisité toutes les réflexions précédentes, donc non seulement le corpus pandémique, mais aussi des avis qui avaient été produits avant la période pandémique. Et nous avons donc produit des recommandations et des conclusions sur cette double base. Je laisse la parole à Zeger pour le contexte. Ja, voor het eerste deel, je moet natuurlijk altijd kijken naar de huidige context. En in deze huidige context hebben we aan de ene kant wetenschappelijke feiten. Er is al heel veel debat geweest over de wetenschap. Maar er zijn ook onzekerheden. Onzekerheden behoren vaak tot de wetenschap.
Dus feiten, hè, dus we weten dat, en nu kijken we naar de ganse bevolking, hè, dus meer dan 3/4 van de Belgische bevolking gevaccineerd is. Ik denk dat het 77% is op dit moment. Er zijn wel regionale verschillen. Hè, dus Vlaanderen gaat men tot 94% van de volwassen bevolking. Het is duidelijk, en laat ons daar geen discussie over bestaan, dat de huidige vaccins hospitalisatie en overlijden zeer sterk doen dalen. Maar, en dat is een voortschrijdend inzicht, het effect op transmissie is beperkt en vooral tijdelijk. We hebben ook geleerd dat de immuniteit na een tijdje kan dalen en dat bijkomende boosters of herhalingsdosissen nodig zijn. Dat is de derde prik. Dat was iets wat we aanbevelen of zagen reeds voor de Delta-golf, de eigenlijke vierde golf. Nu zitten we met Omicron. En Omicron is duidelijk een ander type stam die aan de ene kant wel ontsnapt of toch voor een deel aan de immuniteit, maar duidelijk minder virulent is, wat dus eigenlijk veel minder belasting geeft voor de zorg. Ik wil u erop wijzen dat ons advies eigenlijk geschreven is iets na de top van de Delta-golf en eigenlijk een advies is voor een Delta-variant. Met Omicron kan men zich inderdaad de vraag stellen of met die dalende virulentie en druk op de zorg, dus dat risico natuurlijk veel minder laat is en die discussie op dit moment eigenlijk toch een beetje op een ander vlak verloopt. Goed, maar er zijn natuurlijk ook wel heel wat onzekerheden, niet tegenstaande dus het succes van die vaccins. Zijn het nieuwe vaccins? En dat is ook niet abnormaal, dat we dus ook nog vragen stellen over de duur van de bescherming. Dus denk aan de discussie nu over de vierde prik. Ook het aantal dosissen. Dus gaan we naar 2 dosissen, 3 dosissen, 4 dosissen? Moeten we die dosissen gaan herhalen ieder jaar? Dat zijn vragen. Dat is eigenlijk iets wat nog voortdurend in ontwikkeling is. Ook het optimaal interval, daar is veel discussie over. En niet tegenstaande met een pandemie hebben we dus hetzelfde virus in alle landen in de wereld. Zien we dat, kijk bijvoorbeeld naar de kindervaccinatie. Het is heel opmerkelijk hoe dat hetzelfde vaccin in verschillende landen eigenlijk met een ander interval wordt gegeven, wat wijst op eigenlijk wetenschappelijke onzekerheid. Dan is er vragen over de doelgroepen. Gaan we de ganse bevolking, de volwassen bevolking, of gaan we misschien in de toekomst enkel risicogroepen gaan vaccineren of een booster gaan geven? Er is heel wat debat en soms een beetje een moeilijk debat om daar eerlijk en open over te praten. Maar ik denk dat dat onderzoek effectief moet gebeuren, is in de rol van een natuurlijke infectie. Natuurlijk is een vaccin, zeker bij risicogroepen, de veilige manier om immuniteit te krijgen, in tegenstelling tot een infectie. Maar de natuurlijke infectie gebeurt. Kijk bijvoorbeeld naar Afrika en kan wel bijdragen in de globale immuniteit. En zeker als we naar hybride immuniteit kijken, de combinatie is iets wat we toch ook moeten in rekening brengen. En dan heb je natuurlijk de nieuwe varianten. En bijvoorbeeld de fabrikanten zijn hun vaccins aan het aanpassen aan die nieuwe varianten. Een heel andere belangrijke ontwikkeling is de impact van de nieuwe virusremmers. En dat zijn dan vooral virusremmers die ook buiten de kliniek kunnen gebruikt worden om te voorkomen dat die zieke mensen het ziekenhuis of de zorg gaan overbelasten. Is iets wat we nog weinig ervaring hebben. Die zijn heel beloftevol. Paxlovid, molnupiravir, alle twee ook goedgekeurd. En die worden nu eigenlijk ook in België getest. Het is een heel belangrijke informatie die we nu in die maanden die komen moeten opdoen. Want dit zou natuurlijk ook wel kunnen een gamechanger, zoals we in het Engels zo mooi zeggen, zijn in de aanpak van de globale crisis. Nu, de meest waarschijnlijke hypothese, maar alle virologen houden hout vast als ze spreken over dit coronavirus, is dat we zien dat er een evolutie is. Ik denk dat niemand nu gelooft in een zero-covid-strategie waarbij we het virus gaan uitroeien. Ook de discussie over de groepsimmuniteit wordt moeilijker en moeilijker. Maar we gaan naar een endemisch virus, een virus dat wel af en toe zal terugkomen, waarschijnlijk herfst en voorjaar, en waar we moeten mee leren leven. Nu, niet tegenstaande die evolutie, is vaccinatie een essentieel onderdeel van een strategie, of het nu op korte, middellange en lange termijn is, maar een strategie of één element in een strategie die moet gecombineerd worden met andere maatregelen, beperkende maatregelen en zoals ik daar pas zei, ook in de toekomst hopelijk die antivirale middelen. Nu, blijft belangrijk ook in de discussie vandaag en die ethische reflectie is natuurlijk de druk op de zorg. En dat is op verschillende aspecten. Dat is vermijden dat mensen in het ziekenhuis komen. En denk
en vooral de belasting van de intensieve zorgen, beletten dat mensen overlijden, maar ook beletten dat andere pathologieën niet een juiste behandeling kunnen krijgen en dat de zorg wordt uitgesteld. Denken ook aan ethische dilemma's. Er is natuurlijk fysieke, psychische druk op de zorgteams, maar, en dat is wat ons nog aangaat, ook dat ethische dilemma, waar men eventueel zal moeten kiezen tussen mensen en prioritering. Dat is een niet te onderschatte druk op onze zorgverstrekkers, maar er is ook heel veel druk op de eerste lijnszorg. En ja, er is ook natuurlijk de hoop dat we de viruscirculatie kunnen verminderen, waar minder varianten zouden kunnen ontstaan. Omicron is daar misschien natuurlijk ook weer een nieuw element in. En dan geef ik graag het woord aan Virginie voor de ethische reflexies. Merci Diego. Donc c'est dans ce contexte particulièrement changeant et instable que nous avons revisité les considérations éthiques et il nous est apparu que la protection vaccinale, c'est-à-dire le capital d'immunité qui était créé par la vaccination, pouvait être considéré comme un patrimoine commun, tout simplement parce qu'il vise à protéger la population et qu'il ensuite se complète avec un patrimoine qui, lui, est plus aléatoire, qui est l'immunité liée aux infections. Encourager ce patrimoine, soutenir, le maximiser, faire en sorte qu'il reste vivace, tout cela, c'est de la responsabilité des autorités. Donc, ça implique une action, c'est une obligation de moyens, mais qui est importante. Même lorsque l'immunité collective ne peut être atteinte, c'est essentiel de conserver ce patrimoine commun qui protège, parce que si tous ne tomberont pas malades ou si tous ne tomberont pas gravement malades, tous peuvent contribuer à la protection. Du point de vue du respect de la volonté individuelle par rapport à la vaccination, du point de vue donc des préférences, le comité est très clair. La base volontaire, elle est prioritaire et il l'a toujours soutenue depuis le début. Mais il souhaite être réaliste et il estime que cette base peut être revisitée si elle est insuffisante à protéger l'intérêt public, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir des systèmes de santé qui ne s'effondrent pas, des systèmes de santé qui peuvent accueillir tous les patients, pas uniquement les patients Covid. Et ça concerne bien sûr la protection des personnes fragiles, les personnes à risque de formes graves de la Covid, les personnes qui sont à distance du système de soins, qui ne vont pas se faire vacciner, qui ne voient pas de médecin, qui ne savent pas en fait comment retrouver le chemin des soins ou qui ne peuvent pas retrouver ce chemin des soins, et bien sûr donc toutes les autres pathologies en attente de soins. Bien sûr, si l'on met en place une vaccination sur une base volontaire, l'importance du suivi des effets secondaires est majeure, mais il faut également le faire et de façon d'autant plus stringente lorsque cette vaccination est obligatoire. Donc, ça doit s'appuyer sur une pharmacovigilance et un suivi très, très étroit par les autorités sanitaires, que ce soit européennes ou belges. Et il faut que donc la balance bénéfice-risque qui a auguré et qui a présidé à l'approbation des vaccins n'ait pas été fondamentalement modifiée pour que l'on puisse passer d'un vaccin sur une base volontaire à un vaccin sur une base obligatoire. Le comité, comme il l'a déjà expliqué à propos du CST, soutient des décisions transparentes, des choix énoncés de façon transparente par les autorités vis-à-vis de la population. C'est donc un point essentiel pour lui et il ne soutient pas l'usage d'un CST qui se réduirait à la forme 1G, c'est-à-dire qui serait uniquement un certificat de vaccination, mais tout en n'ayant pas décidé d'une vaccination obligatoire. Ça lui semble trop précaire et trop peu transparent. Et ensuite, il soutient bien évidemment des exigences de proportionnalité, de légalité et de justice. Alors, cela se déploie dans 3 enjeux. D'abord, concernant les sanctions, il faut évidemment qu'elles soient prévues par la loi, qu'elles soient clairement définies, il faut qu'elles soient proportionnées et il faut qu'elles soient équitables. Donc, le comité estime que malgré une vaccination obligatoire qui serait décidée, il ne faut pas qu'une personne non vaccinée n'ait pas accès aux soins. Ça, c'est très important pour lui. Et il estime également qu'il ne faut pas recourir à la contrainte physique pour sanctionner le refus d'une personne de se faire vacciner. Donc, ce sont 2 balises fondamentales qu'il a mis dans le débat autour de la vaccination obligatoire. Outre la question des sanctions,
il est essentiel évidemment que l'État prenne toutes ses responsabilités et permette un système d'indemnisation s'il devait y avoir par malheur et de façon exceptionnellement rare un effet secondaire grave laissant des séquelles. Il est évident qu'il faudrait un mécanisme d'indemnisation efficient et rapide, donc sans faute. Et puis, dans le choix des groupes cibles, donc le comité en tant que tel ne se prononce pas, ce n'est pas son rôle, sur la pertinence scientifique de cibler l'entièreté de la population ou de cibler plus exactement des groupes de population. Par contre, il met en garde sur les conséquences qui sont différentes selon que l'on met une vaccination obligatoire à l'échelle de la population ou uniquement à l'échelle des personnes à risque, par exemple. En effet, en ciblant des risques, en les individualisant et en faisant de ces risques une responsabilité, on n'est plus dans le modèle de la vaccination obligatoire pour tous qui repose sur la solidarité, mais on glisse vers un autre modèle où les questions de santé sont directement liées à la responsabilité individuelle et ça augure finalement d'un changement de paradigme dans la façon dont on perçoit l'état de santé des personnes et dont on l'indemnise. Et contre cela, le comité met en garde pour ces raisons, au-delà du fait qu'il y a aussi des enjeux autour de la difficulté à identifier des patients et à assurer la protection de la vie privée. Si un système de suivi des patients à risque devait être mis en place pour s'assurer qu'ils sont vaccinés. Pour les conclusions, ce sera mon collègue Zeger. Ja, dank u. Dus we naderen het einde van deze presentatie. Als besluit, hè, dus op basis van deze analyse, waar we zowel de ethische reflecties hebben meegenomen als de huidige context, hè, die ook wel heel belangrijk is natuurlijk, zien we dat principe, dus in theorie zegt het Bioethisch Comité dat de verplichte vaccinatie van de bevolking, de volwassen bevolking, dus 18 plus, met uitzondering van mensen die een medische contra-indicatie hebben, we zien dat ethisch aanvaardbaar. Het moet natuurlijk passen in het kader van een globaal beleid, wat niet alleen over vaccinatie gaat. Het moet natuurlijk ook proportioneel zijn met de ernst van de ziekte en de zorg. Daar kunnen we straks in de vragen op tussenkomen. Maar het kan. Maar het Bioethisch Comité heeft een hele lijst van voorwaarden opgesteld, dus een conditioneel advies. Dus als en alleen als. En wat zijn die voorwaarden en wat is de huidige stand van die voorwaarden? Dus het eerste, en dat heb ik inderdaad ook gewezen in de inleiding, is dat je toch echt over een matuur vaccinatieschema moet beschikken, zoals bij de andere verplichte vaccins, op basis van een solide wetenschappelijke consensus. En ik denk dat ik u heb duidelijk gemaakt dat het op dit moment eigenlijk niet zo is. En dat het vaccinatieschema dat natuurlijk moet passen in het kader van andere maatregelen. Dat denk ik bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van antivirale middelen, waar we eigenlijk nog heel weinig over weten. Wij stellen als voorwaarde dat de bevolking, dat de volwassen bevolking betreft, dus de gehele volwassen bevolking, niet het cibleren, ook niet het vaccineren van minderjarigen. Belangrijk is dat we blijven opvolgen naar die risico-batenverhouding. En dat zou moeten dan ook gelden voor alle leeftijden, ook, dus ook voor jongere mensen. U weet dat er wat discussie is over die myocarditis. Dat is toch wel belangrijk om dat verder te gaan opvolgen. Er zijn natuurlijk ook nog andere vaccins in ontwikkeling. Het moet duidelijk en transparant worden aangekondigd. Dus we zijn geen voorstander van CST of 1G-beleid. De voorlichting van het publiek, ja, als men het zou doen, dan moet men het heel duidelijk uitleggen. Waarom, hoe, wanneer, wie zal het controleren, wat is het alternatieven voor geen verplichte vaccinatie. Ik denk dat er al heel veel sprekers daarover aan bod zijn gekomen. Er is een wet nodig, na een parlementair debat, dus heel belangrijk dat dat gebeurt. En dat er evenredig en billijke sancties zijn. We hebben duidelijk uitgesproken tegen fysieke dwang, tegen weigering tot de toegang van de zorg. En heel belangrijk, dat er een schadevergoedingsstelsel is. Ook een belangrijk verschil trouwens met een 1G-beleid, waar men dat eigenlijk een beetje uit de weg gaat. En dan als slot denk ik dat samen met mijn collega Virginie kunnen we zeggen dat we heel blij zijn dat deze hoorzittingen gebeuren. Ik heb er een heel aantal beluisterd dat jullie, maar ik denk ook de bevolking hier nood aan heeft om hier eens rustig en vanuit verschillende perspectieven over te bekijken. De vaccinatie, maar het COVID-beleid misschien in het algemeen. En ik denk dat het vooral belangrijk is, ook de boodschap die wij brengen, ook in ons advies, is dat we
allemaal samen moeten proberen om te depolariseren. Hè. Ik denk dat we heel wat spanningen zijn in de maatschappij door deze crisis, ook door de aanpak. En dat wat we ook doen, hè, moeten proberen maatregelen te nemen om die polarisatie weg te werken en eerder in een klimaat van vertrouwen te werken. Hè. Dus niet alleen voor de vaccinatie, maar voor het vaccinatiebeleid ook in het algemeen. Ik dank u voor uw aandacht. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les membres qui ont posé des questions toutes très intéressantes. Je ne sais pas s'il va nous être possible d'y répondre en un quart d'heure à tous les deux. On va faire au maximum et on restera de toute façon disponible par ailleurs. Je commence et Zegor prendra la suite. Concernant la question de M. De Rauve sur le fait qu'il faut effectivement évaluer en continu une politique d'obligation et que du coup on ne peut pas faire de chèque en blanc pour la suite, c'est tout à fait vrai. Et en même temps, il faut absolument se mettre en condition de préparation vis-à-vis des autres pandémies qui vont sans doute survenir. Celle-ci, elle était annoncée par beaucoup de scientifiques. Ils ne savaient évidemment pas quel type d'agent pathogène serait en cause. On a longtemps pensé que ce serait plutôt l'influenza. Et puis voilà, ça arrive et beaucoup de virologues connaissent très bien le risque de la survenue des épidémies, en particulier en lien avec les modifications du climat, la pression humaine sur les zones d'habitat animal, etc. C'est très étudié et donc il faut bien se rendre compte que nous vivons une sorte de répétition générale pour d'autres événements, même si ce n'est pas très agréable à prendre en compte, il faut se préparer. Alors, doit-on maîtriser tous les paramètres d'une obligation vaccinale, que ce soit le schéma, le nombre de doses, les groupes? Eh bien, disons qu'il faut essayer de rendre ça au maximum prévisible pour les gens qui vont être soumis à l'obligation vaccinale. Mais bien sûr, on est obligé d'accepter une petite dose d'incertitude qui est liée à la dynamique même de l'épidémie, que ce soit celle-ci ou une suivante. Et donc, on peut dire, par exemple, qu'une obligation vaccinale nécessite au moins 3 doses et peut-être une quatrième ou une cinquième. Si ça devait aller au-delà, je vous donne un exemple juste pour montrer ce qu'on peut accepter comme degré d'incertitude et ce qu'on doit demander comme certitude. Et dire qu'au-delà, l'évaluation même de l'obligation serait à nouveau relancée. Donc, vous voyez, il y a une marge. Ce n'est pas qu'il faut s'attendre à une prévisibilité absolue, ce ne serait pas réaliste. Et néanmoins, il faut pouvoir expliquer aux gens ce qu'on va leur demander et dans quel scénario on s'engage. Donc ça, c'est très important pour la confiance. Les gens ont besoin de savoir ce qui est sûr et ce qui éventuellement peut être amené à bouger. Dans quelle mesure l'éthique a-t-elle joué dans la pandémie? Eh bien, écoutez, le comité bioéthique n'attend pas forcément qu'on lui pose des questions. Parfois, il définit lui-même les questions sur lesquelles il travaille. Et c'est bien ce qu'il a fait à plusieurs reprises dans la pandémie. Nous avons donc été à chaque fois associés disons, aux réflexions, que ce soit avec le Conseil supérieur de la santé ou via les CIM santé, nous avons pu faire valoir notre point de vue. Il n'en reste pas moins que nous sommes un organe consultatif, donc le gouvernement reste libre de décider s'il prend ou non en compte nos points d'attention. Et il en va comme ça de tous les comités bioéthiques nationaux de par le monde. Alors, est-ce que la 1G et l'obligation vaccinale, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose parce qu'en fait, le message qu'on envoie, il n'est pas le même. Lorsqu'on place au niveau symbolique l'idée qu'il faut que toute la collectivité se vaccine et que l'on définit ensuite un cadre adapté pour cela, c'est un message qui est différent de dire aux gens, on vous laisse votre liberté dans certaines conditions de ne pas vous faire vacciner, mais vous n'aurez plus accès à toute une série de services, qu'ils soient considérés comme essentiels ou non essentiels. C'est donc en quelque sorte une liberté qui reste maintenue au plan théorique dans le modèle du CST, mais qui est effectivement dépossédée d'un certain nombre de ses composantes que l'on peut, selon ses sensibilités et selon ses intérêts, estimer essentielles ou non essentielles. Et donc, le message au niveau de la symbolique et au niveau de l'engagement de l'État, il est très différent. Et y compris pour les logiques d'indemnisation, ça me permet de rebondir, puisque à l'heure actuelle, il y a peu de transparence là-dessus. Le comité a d'ailleurs demandé une note au professeur Goffin pour avoir de plus amples informations sur comment ça fonctionne à l'heure actuelle.
mais il semble que les agréments qui aient lieu entre les compagnies pharmaceutiques et l'État belge soient que globalement l'État belge exerce déjà une indemnisation, mais nous n'avons pas eu à ce niveau-là d'éléments complètement sûrs. Donc le comité est en cours de collecte de l'information et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, ça n'est pas très facile à trouver, même quand on est au comité consultatif de bioéthique. Concernant justement cette indemnisation, un élément auquel on s'attache habituellement concernant des indemnités rapides et efficientes dans le domaine de la santé, c'est que ce soit une indemnisation sans faute. Et là-dessus, peut-être encore que le professeur Dauphin pourra apporter ses lumières sur le plan de l'expertise légale, juridique, propre à ce type d'indemnisation. Alors, Madame Kremers, je crois, mentionnait l'importance de l'accessibilité des vaccins dans le monde. C'est également un sujet de préoccupation pour le comité et nous avons réservé du temps dans nos travaux à ce sujet. Et nous aussi, nous pensons que c'est un enjeu fondamental, qu'à la fois les États européens doivent pouvoir protéger leur population, mais qu'ils doivent aussi penser à l'équité vaccinale. Je vais très vite pour ensuite donner la parole à mon collègue. Concernant les incertitudes, est-ce qu'on peut définir un cadre, Madame Zanqueta? Oui, bien sûr, on peut définir un cadre, à nouveau dans le cadre de la préparation à la pandémie. Et est-ce que vacciner ou obliger à vacciner uniquement des groupes, c'est acceptable? Eh bien, nous avons dit que ça doit s'évaluer au cas par cas en fonction du type de groupe et du type d'effet. En éthique, on ne dissocie jamais l'intention de l'effet. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille au sein du comité d'éthique, en tenant compte à la fois de la perspective kantienne, mais aussi des perspectives conséquentialistes pour prendre un langage un petit peu technique. Est-ce qu'il y a des pays qui ont mis en place la vaccination obligatoire? Il y a l'Autriche, mais je sais qu'il y a eu un retard dans la mise en place. Je n'ai pas suivi les derniers détails politiques. À l'Équateur, l'Indonésie, la Micronésie. Ensuite, les groupes par classe d'âge. Vous avez la République tchèque, la Grèce, l'Italie, mais nous ne sommes pas spécialistes de droit comparé pour ça, donc je vous renvoie à des personnes mieux outillées que nous pour là-dessus. J'en viens à une question importante, celle des modèles. Est-ce qu'il existe des algorithmes de décision en éthique? Alors, il faut savoir que l'éthique a produit ce qu'on appelle l'epidemics ethics ou le outbreaks ethics, qui est un secteur tout à fait spécifique des réflexions en éthique, qui est consacré justement à la gestion de ce qu'on appelle les flambées de maladies infectieuses. C'est l'OMS qui est le principal producteur de guidelines en la matière. Et en fait, parce que c'est de l'éthique, ce ne sont pas des algorithmes au sens médical du terme, ce sont plutôt des ensembles, des mosaïques de principes, et on regarde l'effet d'une décision par rapport à la préservation de ces principes. Et bien sûr, la santé des personnes fait partie de ces principes, c'est-à-dire le droit à être protégé contre une épidémie fait partie de ces principes, tout comme d'autres, la transparence, l'engagement des communautés, comment dire, la sécurité, etc. Et donc, il y a matière à réflexion, mais ça ne va pas être des algorithmes au sens médical du terme. Cela étant, vous êtes tout à fait en droit, vous, en tant que parlementaire, de décider de vous appuyer sur certains seuils. Par exemple, le seuil d'efficacité des vaccins, qui est reconnu comme ce qui permet d'homologuer un vaccin, ben, on ne devrait pas descendre en dessous. Voilà, pour ce qui concerne l'effet sur la transmission, là aussi, ce n'est pas à nous, au comité, de mettre des seuils, mais il est possible de définir que, par exemple, si l'on descend en dessous d'une efficacité qui fait qu'en fait, on ne peut plus du tout gérer la transmission, ben, ce n'est sans doute pas le bon vaccin pour mettre en place une vaccination obligatoire. Voilà, si je parle plus longtemps, je vais entraver la parole de mon collègue Zeger, donc je la lui laisse. Ja, meneer de Biezer. Ja. U zult dank wel. u. Ik mag u vragen van uiterst beknopt te zijn, anders gaan we in de moeilijkheden geraken. Hè, maar Ja, met heel veel vragen. Hè. Dus, ik weet het,
Maar Ik om wil ze 14 nog uur wel moeten we schriftelijk echt beantwoorden. Ik verder. zal de belangrijkste... Ja, maar het was een heel boeiend debat. Wel, eerst wil ik zeggen ook aan alle commissieleden aanwezig, dank voor dit debat. Ik denk dat het zeer waardevol is. Ik denk ook dat experten, misschien weten jullie dat niet, ook naar elkaar luisteren in die hoorzittingen. Ik heb al heel veel geleerd door naar veel mensen te luisteren. Ik denk dat ook de ideeën samen evolueren. Dus ik vind het een hele goede oefening. Persoonlijk vind ik dat het debat ook rond andere zaken van COVID-beleid wat vroeger had mogen komen. Persoonlijk denk ik, moesten we dit debat over het CST in september, oktober kunnen voeren hebben, dat misschien de besluitvorming daar rond anders was geweest. Enkele vraagjes van meneer De Rover. Als we het hadden over essentieel en niet essentieel, was het eigenlijk het afbakenen wat wij zeker vonden dat niet mocht gesloten worden. Ja, hoeveel dosissen, als we gaan naar een systeem waarbij we ieder jaar een herhalingsdosis moeten doen, ja, dan zouden we het sowieso niet verplichten. Dat staat in ons advies. Sancties, ja, het ontzeggen sociale exclusie, ik vind dat persoonlijk een hele zware sanctie. Hè, en dat koppelt aan het ENG-beleid. Verplichting kan een effect hebben op het vertrouwen. En dan moeten we vooral, denk ik ook in Vlaanderen, waar we een hele hoge vaccinatievertrouwen hebben, ja, daar moeten we mee oppassen. Ik denk vooral ook aan de kindervaccinatie. Daar zien we al aarzelingen hè, voor de kindervaccinaties door eigenlijk de campagne die nu gevoerd wordt rond die kindervaccins. Heeft ethiek meegespeeld? We hebben ons best gedaan met het comité. U weet dat ik ook een ondertekenaar ben van Wintermanifest. Ik denk dat een ethicus permanent in zo'n GEMS eigenlijk een aanwinst zou zijn, want het heeft niet altijd meegespeeld. Ik denk vooral dan aan de kinderrechten en de belangen van de kinderen, dat horen wij ook. We hebben 4 adviezen geschreven. Ik denk wat de prioriteit betreft, daar heeft men het grotendeels gevolgd. Wat de coronapas, dat heeft men ons advies duidelijk niet gevolgd. Nu, in politiek mag dat, maar men heeft dat duidelijk niet gevolgd als je dat herleest. Wat de kinderen betreft heeft men het advies wel gevolgd, maar is de campagne een beetje, zeker in Vlaanderen, niet aangepast aan het advies. En dan 1G, ja, dat vind ik een laffe vaccinatieplicht. Mevrouw Kremers, internationaal een hele goede vraag. En het is iets wat we zeker gaan moeten doen in de maanden die komen, is internationale vergelijkingen doen. Trouwens, ik denk ook dat het academisch debat dat eigenlijk ook stilgelegd is geweest, dat we dat opnieuw ook moeten voeren. En dat we inderdaad experten uit de verschillende landen eens moeten met elkaar laten komen van gedachten wisselen. Het gaat over een pandemie, dus in principe hetzelfde virus, maar je ziet heel veel verschillende beleiden en niet alleen rond vaccinatie. Het hangt een stukje van de context van de gezondheidssituatie af. Amerika is bijvoorbeeld helemaal verschillend. Er wordt heel dikwijls door onze experten vergeleken naar Amerika. Ik zou dat eigenlijk niet doen. Dat is een hele andere gezondheidssituatie, een heel ander sociaal security system ook. Ik kijk een beetje met ja, naijver naar de Scandinavische landen, hoe dat zij dat hebben aangepakt. Ik denk dat die oefening moet zeker geboren en in de komende maanden. Wat de vaccinatiegraad betreft, ja, dat vind ik een beetje een manco, ook in de documenten die ons zijn aangeleverd, onder andere door het coronacommissariaat, dat daar geen oefening is gemaakt in van ja, hoeveel moet de vaccinatiegraad stijgen om die belasting op de zorg eigenlijk te voorkomen. Ik denk dat meneer De Bie dat maandag geprobeerd heeft, een oefening gedaan, maar dat is eigenlijk een opdracht, ik denk opnieuw, en ik denk dat we in België in een vrij unieke situatie zitten, omdat we 3 regio's hebben met een verschillende vaccinatiegraad. Dus het zou heel interessant zijn om een keer te vergelijken wat het effect was, bijvoorbeeld in de 4e golf, op de opnames van gevaccineerden en niet-gevaccineerden in de intensive care en hoe dat inderdaad de vaccinatiegraad daar een invloed kan op hebben. Ik denk dat we die data hebben als we ze zouden analyseren en dat we daar een keer een uniek ook punt zouden kunnen van maken. Voor sancties heb ik gezegd vooral boetes. Wat het document betreft van Facon vind ik de wetenschappelijke onderbouw, ik heb daar ook wel wat problemen mee rond 3G, 2G. Daar is daar een Nederlandse studie over die toch eigenlijk aantoont dat eigenlijk testen het beste is. Dat noemen zij 1G, maar dat is het omgekeerde van het 1G-beleid dat voorgesteld wordt in dat document. Dus daar zou eigenlijk toch wel een debat over mogen komen. Ik ben niet voor het vastleggen van een kader nu. Er zijn inderdaad te veel onzekerheden, te veel parameters. Het gaat niet alleen af van het type vaccin, maar andere zaken. Maar ik denk dat ons advies wel kan gebruikt worden als dat advies ook in de toekomst. Daarvoor is het generisch genoeg. En zoals mijn collega zei, misschien is de volgende pandemie een influenza-pandemie. Vaccinatiegraad en vertrouwen zijn belangrijk.
Ja, de coronabarometer, daar is ook aan gevraagd. Hè. Dus wat ik persoonlijk ook vind, ik vind het fout dat men het CST gekoppeld heeft aan de coronabarometer. Dat gaat in tegen ons advies. We hebben duidelijk gezegd dat een CST tijdelijk moest zijn. Door het te verankeren aan een systeem maak je het eigenlijk permanent. Hè. Afhankelijk van misschien wel de situatie, maar dat is het risico dat het permanent wordt. Ik vind het een fout. Hè. Het CST is geen sanitair instrument meer. Ik denk dat we daar nu toch al een wetenschappelijke consensus over hebben. We hebben vanaf het begin daar ethische vragen over gesteld. Dus ik denk inderdaad, mevrouw Sneppe, dat het momentum is eigenlijk om het CST af te schaffen. Dat wil niet zeggen dat je alle maatregelen moet afschaffen, hè, want het CST is niet sanitair, maar er zijn wel sanitaire maatregelen die je denk ik kan afbouwen. Ook, hè, we hebben gezien uit de studie van meneer Iserbiet, er zijn ook veel bange mensen of banggemaakte mensen. Hè, ja, daar moeten we ook rekening mee houden in het afbouwen van maatregelen. Meneer Bakkelijne, ja, de koppeling van het CST aan een coronabarometer, dat vind ik een fout, zoals gezegd. Mevrouw Muilen, informatieplicht is een interessant voorstel. Ik heb die verschillende presentaties gehoord, maar ik zet mij een beetje op het standpunt van meneer Van Giel van Domus Medica. Ik antwoord ook aan mevrouw Gijbels. Ja, de vertrouwensarts, de huisarts, zal een belangrijke rol spelen in het vervolg. Ik denk dat hij ook moet die vaccinatie gaan doen, zeker als we gaan naar boosters voor risicogroepen. De vertrouwensarts is de persoon om de risicogroepen af te bakenen en niet de wet. Vandaar dat we niet voor die categorisering zijn. Ik denk dat de arts, de huisarts het best kan doen. En dat hij ook de beste plaats is voor die informatie, voor die sensibilisatie en voor misschien ook, mag een voorzichtige overtuiging zijn, zeker voor risicogroepen. En ik zie een contradictio in terminis tussen een vertrouwensarts en een informatieplicht. Ik heb het daar wat moeilijk mee. Die plicht zou wel een keer kunnen tot een wantrouwen leiden. Maar dat die arts op een positieve manier kan bijdragen in het verhogen van de vaccinatiegraad, dat geloof ik wel. En misschien moet het dan in sommige regels beter worden uitgebouwd. Dat heeft meneer Van Giel ook gezegd. Ja, mevrouw van Defi. Ja, er zijn veel nieuwe vaccins, ja, die zullen helpen. Hè, maar dan hangt het ook natuurlijk telkens af van de stam die verraden is. En met Omicron, dat is ook gevraagd geweest, is inderdaad op dit moment het momentum voor die plicht voorbij. Dat is niet proportioneel. Die drukt niet meer op de gezondheidszorg. En in die zin heb ik daar ook voor de persoon van PvdA geantwoord, denk ik, in ons advies. Het was een delta-advies, dus een advies dat kan gebruikt worden als er later nog een gevaarlijke variant komt. Maar als die variant inderdaad geen druk legt op de zorg, of veel minder, en je kan dat berekenen, hè, een IFR bijvoorbeeld, ja, dan stelt die discussie zich eigenlijk niet. Eigenlijk ook stelt de discussie van zo'n coronabarometer zich minder. Mevrouw De Poorter, nasale vaccins, belangrijk dat er onderzoek gaat gedaan worden, maar om nu te zeggen dat dat dan de oplossing gaat zijn, dat is ook ja, een if. Hè, dat is een van de vele ifs die we eigenlijk hebben gesteld. Een plicht, zeker in zones met een hoge vaccinatiegraad, kan inderdaad een contraproductief effect hebben. Zoals ik ervan overtuigd ben dat het CST in Vlaanderen een contraproductief effect heeft gehad, kan dat ook zijn. Hè. Dus je moet het zien, ook denk ik proportioneel met de vaccinatiegraad. Een kader, daar ben ik niet voor, zoals mijn collega. Ik denk dat het parlement altijd een rol moet spelen in discussie. Ik denk dat deze hoorzittingen daar duidelijk een teken van zijn. Hè. Of je het altijd met zo'n uitgebreide hoorzittingen moet doen, dat weet ik niet. Die adviezen blijven en er zal wel een goed verslag komen van deze oefening. Maar ik denk dat het parlement toch belangrijk is, zoals we eigenlijk ook in al onze adviezen hebben gevraagd. Met kinderen zeer voorzichtig zijn. En ja, ik denk dat ons advies gevolgd is voor wat de besluitvorming van het IMC betreft. We waren daar ook aanwezig. Dus gewoon aanbevelen voor kindjes met onderliggend lijden, voor de andere kinderen aanraden, zonder push. We hebben gereageerd met het Bioethisch Comité. We hebben ook samengezeten met het agentschap Zorg. We zijn niet akkoord met de campagne die daar gevoerd wordt, die toch niet helemaal conform is met de besluiten die eigenlijk gemaakt zijn en ook de adviezen. Dat is zo. De rol van de huisarts, mevrouw Gijbels, dat heb ik gezegd. Heel belangrijk ook, denk ik, voor de toekomst. Als we gaan naar een systeem zoals bij influenza met regelmatige boosters, dan speelt die huisarts dan ook een belangrijke rol. Voor een stukje zullen het dezelfde risicogroepen zijn. Hij kan die ook identificeren
communiceren en kan ook misschien mensen met twijfel inderdaad overtuigen. En het is inderdaad iets dat we te weinig hebben ingezet. Dus ik denk dat daar zeker nog winst te boeken is in de vaccinatiegraad. Maatschappelijk debat, zeer belangrijk. Hè? Dus het is een zeer goede oefening. Ik denk niet dat we al meteen iedereen bereiken. Ik denk dat er groepen zijn die uitgesloten zijn waar de vaccinatiegraad laag is. En dat we daar moeten over nadenken hoe we die kunnen bereiken. Ik denk trouwens ook als ondertekenaar van het Wintermanifest dat ook het academisch debat moet gebeuren. Want dat hebben we 2 jaar eigenlijk ook niet gedaan. We kunnen daar ook vragen over stellen. Informatieplicht heb ik over gesproken. Informatie ja, maar ik zou het doen in vertrouwen. En dat kan ik dan niet meer lezen. En inderdaad, met Omicron ja, zitten we op dit moment met een andere situatie. Je ziet dat ook andere landen. Het hangt natuurlijk nog een beetje af. We zitten nog met wat delta op de intensive care. Maar ik denk dat inderdaad het momentum nu om te gaan verplichten er niet is. Ik denk dat we dat al zelf in ons advies hadden geschreven voor de post-delta. Dat je dat niet overhaast moet doen. Ik denk van alle sprekers die ik beluisterd heb, ze zo complex en zoveel zaken, maar ook met zo'n belangrijke impact op mensen en maatschappij, dat we dat toch moeten met een grote voorzichtigheid doen. Maar ik denk dat ik daarmee toch de meeste vragen heb geantwoord. Dank u. Oui, je voulais juste apporter un élément un peu technique, mais qui pose beaucoup de questions, y compris à toute une tranche de la population. C'est est-ce que les vaccins qu'on a mis à notre disposition sont expérimentaux? Alors, du point de vue technique, il y a deux catégories de produits qui sont expérimentaux. C'est d'abord ceux qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché, qui en sont donc encore au stade, par exemple, de la phase préclinique, donc les essais sur les animaux, ou de la phase clinique, les essais sur les humains, et donc qui n'ont pas encore passé le filtre des autorités sanitaires internationales, enfin, européennes comme l'EMA, et puis nationales. Et puis il y a aussi les traitements qui sont utilisés hors AMM, c'est-à-dire qu'ils ont été validés pour une indication ou plusieurs indications et ils sont utilisés d'une autre façon, comme ça par exemple était le cas avec l'hydroxychloroquine. Beaucoup de gens qui en France ont pris l'hydroxychloroquine n'ont pas eu l'impression qu'ils prenaient un traitement expérimental. Pourtant, du point de vue éthique, c'est bien le cas. Et donc, est-ce que les vaccins actuels, ceux qui ont été approuvés par les agences du médicament, sont expérimentaux? En fait, non, parce qu'ils ont été autorisés. Il y a eu les phases 1, les phases 2 et les phases 3. Par contre, et c'est là où c'est un petit peu technique, ils sont autorisés sous un régime de Conditional Marketing Authorization. Ça signifie non pas qu'on a eu moins de données de façon à analyser la balance bénéfice-risque, mais qu'on a eu moins de données complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle ils sont autorisés avec une période dans laquelle il y a une surveillance de pharmacovigilance plus importante encore qu'en temps normal. Mais il faut que les gens sachent que toutes les phases 4, c'est-à-dire ce qui se passe après l'AMM, après l'autorisation de mise sur le marché, il y a aussi de la pharmacovigilance. Hein, ce n'est pas, on ne lâche pas les médicaments dans la nature. Et donc, techniquement, ce ne sont pas des médicaments expérimentaux. Et il faut aussi savoir, et ça c'est quand même très rassurant, je pense, pour tout le monde, que ce cadre qui permet la mise à disposition dans certaines conditions plus rapidement au public, il a été prévu par un règlement qui date de 2006. Donc, ce n'est absolument pas un règlement qui a été fait ad hoc pour la pandémie, dans une optique catastrophiste ou d'apprenti sorcier. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est un règlement qui permet de mettre à disposition des médicaments pour lesquels il y a un besoin humain très fort, mais sur lesquels on a pu faire le point correctement pour la balance bénéfice-risque, dans le cadre des pandémies, toujours sous réserve de cette balance bénéfice-risque positive, et pour les médicaments orphelins. Hein, vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent ces médicaments et il n'y a pas assez de données parce que les cohortes sont toutes petites, puisqu'il n'y a pas assez de malades. En fait. C'est pour ça qu'on les appelle des médicaments orphelins. Donc là aussi, je pense que c'est très important de donner cet élément d'information qui n'est pas toujours connu, parce que ça nourrit beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et parfois ça nourrit aussi les logiques du complot. Voilà, je reste disponible s'il y avait besoin de plus d'infos. Merci, Monsieur le Président.